Donc, merci à toutes et tous d'être venus. Donc là, nous accueillons aujourd'hui dans le cadre du lancement de la mission Égalité, où on va faire plusieurs opérations de sensibilisation sur les thèmes des discriminations. Nous accueillons aujourd'hui l'association des mots de trop, qui va se présenter ensuite, avec Sophie et Sacha. Donc Sacha fait partie de notre école, et Sophie est à l'école de Rennes. Et à l'occasion du lancement de leur guide de défense à l'attention des étudiants en école d'art, on trouvait que c'était une super occasion de les inviter. Voilà. Trop bien. Merci Linda. Ok, j'ai pas trop l'habitude de parler dans un micro. Bonjour. Alors du coup, on va commencer par juste vous faire une présentation du collectif, peut-être pour avoir une idée. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui n'ont jamais entendu parler du collectif et voilà, qui ont besoin pour savoir si on fait une présentation de tout ou si on passe directement dans le concret. Mais du coup, je vais reprendre depuis le début un peu. Du coup, oui, Sacha qui est en 4e année ici. Moi, je suis en 5e année aux Beaux-Arts de Rennes en design graphique. Alors du coup, juste pour reprendre un peu l'historique du collectif, c'est un collectif qui s'est fondé donc, en 2019. Donc, moi, je suis une des 3 personnes qui a fondé le collectif. C'était avec 2 amis, donc on était en 3e année à ce moment-là. Et on était victimes assez habituelles, mais de sexisme et aussi de validisme, de psychophobie. Et il y avait notamment un enseignant qui posait vraiment souci dans notre école. Et du coup, on a commencé une récolte de témoignages envers cet enseignant en particulier, parce qu'on avait l'impression qu'on ne se faisait pas entendre de l'administration. Et il se trouve qu'en commençant cette récolte de témoignages dans l'école, on s'est rendu compte que plein d'autres enseignants, d'autres options, parce que nous on était en design graphique, on ne connaissait pas forcément les enseignants des autres options, posaient problème, qu'un peu chaque option avait sa bête noire. Et donc à ce moment-là, on a décidé de créer un formulaire pour tout le monde, pas forcément que pour les personnes de Rennes. Et je prends le cas particulier je prends quand même le cas de Rennes pour commencer. Donc c'était un enseignant qui posait problème, qui était dans l'école depuis 20 ans. Et ça faisait 20 ans qu'il avait des comportements abusifs, et en fait ça n'avançait pas. Et grâce à la récolte de témoignages qu'on a faite et à l'ampleur aussi qu'a pris ce projet, il a fini par... Bon, il est parti à la retraite, il n'a pas été mis à pied, mais lui-même il a décidé de se retirer. Donc c'est un peu, on va dire, une victoire, c'est pas le mot parce qu'on n'aime pas parler de victoire, mais quand même on s'est rendu compte que le fait de collecter des témoignages, même anonymes, s'ils étaient nombreux, ça pouvait avoir du poids. Et ça nous a aussi permis, même si on le savait déjà, de se rendre compte que c'était pas... Enfin, comme la situation arrivait aussi à d'autres personnes avec d'autres enseignants, que c'était pas un cas isolé, et donc on avait envie d'agir plus globalement. Du coup, après le lancement donc c'est en début février 2020, on a lancé le formulaire en ligne de témoignages. Le principe, c'était d'avoir des phrases courtes qui ont été entendues pour pouvoir les afficher et confronter les personnes qui peuvent être autoristes de ces phrases, et aussi les personnes victimes, pour que les victimes se disent « Ah, je ne suis pas seule à vivre ça », et que les personnes discriminantes voient leurs phrases et hors contexte se disent « Ah, en fait, j'aurais pu dire ça », et c'est vraiment déplacé. Donc avec cette récolte de témoignages, on a fait des affiches, et aussi des petits outils donc, qui sont un peu obsolètes maintenant qu'il y a le guide dont on va vous parler tout à l'heure, mais qui étaient sur Internet. Donc tous nos outils sont libres. On a un site Internet où on peut tout télécharger gratuitement. La plupart des choses sont en noir et blanc, donc on peut les imprimer. Enfin, il y a des modes d'emploi pour que ce soit vraiment facile à diffuser. Et donc à ce moment-là, on avait déjà l'envie de faire des outils. Donc il y avait un petit guide avec des informations juridiques, une petite bibliographie, mais c'était vraiment... le début du projet. Le site, c'est lesmotsdetro.fr, c'est le site du collectif. Et donc en un an, on a fait 100 affiches. Donc c'est des affiches qui fonctionnent par 4. Je fais quand même juste un petit point sur... Ah oui, c'est très grand. Du coup, l'idée, très rapidement, c'était que ce soit 4
affiches qui ensemble fassent une grande affiche et qu'elles soient indissociables. Et du coup, sur chaque série de 4 affiches, il y avait 4 types de témoignages différents, c'est-à-dire et du sexisme et du racisme, enfin à peu près, pour montrer que les discriminations sont indissociables et pour pas que quelqu'un choisisse de mettre que des choses contre le sexisme en étant soi-même raciste. Donc il y a ça, et il y avait aussi l'envie de montrer, donc chaque témoignage vient d'une école différente, pour montrer que c'est global et pas pointer du doigt une école qui ferait moins bien son travail, mais vraiment montrer que ça arrive partout. Et donc on en a publié 100, et qui ont été affichés dans pas mal d'écoles. Et donc ça a été, on va dire, 1 an, la première année et demie avec le projet. Donc nous, quand on a, juste peut-être pour contextualiser, quand on a créé ce projet, on était en 3e année, c'était en partie notre projet de diplôme. Et on pensait vraiment faire des affiches et en se disant on va faire un site internet pour les montrer dessus, mais en se rendant pas trop compte de ce que ça... Enfin, on n'imagine jamais l'ampleur que peuvent prendre les choses. Et vu que c'était pendant le Covid, on ne pouvait pas imprimer forcément les affiches et les mettre dans nos écoles. Et du coup, les images ont été reliées très vite sur les réseaux sociaux, alors que nous-mêmes, on n'avait pas créé de réseaux sociaux parce que notre projet, c'était un projet d'affiches et on ne pensait pas à faire un compte Instagram. Et du coup, c'est un peu Instagram qui a pris le relais des affiches sur les murs, parce qu'on était confinés. Et là, en quelques jours, donc ça c'était en juin 2020, en 2 semaines, on avait 1500 abonnés sortis de nulle part, alors qu'on pensait juste faire de petites affiches pour... voilà. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, on est une asso, on est 8, et on fait des livres. Enfin, voilà. Donc, je dis juste ça pour dire que des fois, on a l'impression de faire des petits trucs et que c'est pas très utile et que c'est juste à notre échelle. Et en fait, on ne sait pas ce que ça peut prendre comme forme après. Et enfin, faut pas se décourager parce que ça peut avoir de l'impact. Voilà. Ah oui. Et du coup, pour parler peut-être juste de pourquoi, bon, je l'ai déjà un peu dit, mais le fait de ces phrases courtes qu'on avait choisi de visibiliser, c'est parce que souvent, quand on parle de violences sexistes et sexuelles notamment, mais aussi de discrimination en général, on pense tout de suite à des cas physiques qu'on estime plus graves, c'est-à-dire tout de suite des agressions, des viols ou agressions physiques. Et en fait, il y a quelque chose avant ça. Les agressions ne sont pas forcément physiques. Et on avait envie de visibiliser aussi tout ce qui est appelé micro-agressions. Donc, c'est pas pour les minimiser, dire qu'elles sont moins grosses, c'est juste pour dire qu'elles sont considérées comme minimes et du coup, elles sont pas prises au sérieux. Et nous, on avait envie de visibiliser ça aussi et de dire que c'est pas normal d'entendre ce genre de choses et que c'est aussi problématique, qu'il n'y a pas besoin que quelque chose aille jusqu'à une agression physique pour que ce soit problématique, ça pose déjà problème dans cette forme-là. Et aussi quelque chose qui était important pour nous avec ça, c'était de sortir du mythe de l'école d'art comme un lieu safe et bienveillant et ouvert d'esprit et woke, parce que en fait, pour plein de raisons, à cause de la proximité qu'il y a entre les enseignants, enseignantes et les élèves, la façon de travailler, le fait qu'on aborde des sujets intimes, tout ça, en fait, c'est pas du tout... il y a vraiment ce mythe de on est en école d'art, on est ouvert d'esprit, tout ça, ça ne peut pas arriver. Et nous, on avait envie de sortir de ça. Et c'est pour ça que notre projet, il parle aussi de ça parce qu'on était tous en école d'art à ce moment-là, mais aussi on sait que ça arrive ailleurs, mais nous, on avait vraiment envie de centrer sur ce qu'on connaît et pour sortir de ce mythe-là. Et donc, je laisse la parole à Sacha pour la présentation de ce fameux guide. Alors, ok, c'est bon. Du coup, oui, donc, pour ce guide, du coup, vous avez pu voir peut-être à la bibliothèque. On avait une volonté, c'était de remettre en forme un peu tout ce travail qui a été accumulé au fur et à mesure des années. Et c'était de pouvoir avoir un objet plus concret, accessible à tous dans les écoles, dans les bibliothèques, qui ne soit pas en lien forcément avec directement une administration, mais qui soit vraiment dans le lieu où tout le monde peut passer facilement et venir emprunter le guide. Et du coup, en fait, il y avait une volonté de faire un peu un état des lieux qu'on avait déjà pu faire dans certains articles. Et du coup, le point de départ, c'était un peu genre la traduction d'un article qui avait été fait avec
avec Futuresque, un média suisse, où il y avait déjà un petit peu ce travail de statistique et ce travail de, du coup, à partir des témoignages, la montagne de témoignages reçus, de pouvoir faire un travail un petit peu, on va dire, scientifique, à notre échelle, bien sûr, et du coup de pouvoir dire dans quelle mesure, d'où provient en fait les agressions, qui les provoque, dans quel cadre, et du coup qui les reçoit. Et du coup, voilà, c'était un point de départ. Et du coup, il y avait aussi une volonté du coup d'inclure dans cet objet, du coup pas que simplement du coup comme un, je sais pas, un récapitulatif, genre bon bah voilà, il y a ça, point. C'était aussi de pouvoir mettre en exergue des collectifs au sein des écoles, des récits d'action, et de pouvoir dire qu'il y a des initiatives qui se sont portées dans toutes les écoles francophones, et enfin presque toutes, et qu'il y a un historique comme ça, des luttes, et dans différents aspects, que ce soit sur un aspect lutte féministe, lutte pour des conditions de vie décentes dans les écoles, quand il y a des manques de moyens. Enfin, voilà, ça traverse un petit peu genre, plusieurs aspects des luttes étudiantes qui sont dans nos écoles, quand on fait face à des problèmes de précarité, des problèmes de sexisme, de racisme, etc. Et donc du coup, il y a cette partie état des lieux, il y a cette partie récit d'action, et on a aussi une partie du coup ressources, où il y a du coup un accès du coup comme ça, voilà, à des ressources, que ce soit du coup sur des questions antiracistes, LGBTQI+, sur des questions de féminisme, sur des questions, je trouve qu'il y a certaines choses autour de pratiques écologiques, où c'est dans les... Ou c'est après, j'ai un doute. Ou c'est après? Non, c'est juste qu'en fait, du coup, on a fait un index au moment où on parle des collectifs. Donc, il y a un index de tous les collectifs qu'on a pu recenser, qui sont plus ou moins actifs actuellement en école d'art. Et parmi ceux-là, il y en a certains qui sont aussi sur les questions écologiques, parce qu'on pense que ça a aussi sa place. Enfin, souvent, notre projet est assimilé à un projet de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et ça s'arrête là. Et en fait, nous, on fait bien plus que ça. Et puis même dans le collectif, on n'est pas touché que par les questions de VSS. Enfin, voilà. Donc on trouve important de parler aussi d'autres luttes qu'il y a en école d'art sur d'autres choses que les VSS. Surtout que du coup, c'est des questions hyper actuelles, qui nous concernent tous, qui permet vraiment de faire ce lien, du coup, comme on disait pour les affiches, où on ne veut pas scinder les différentes discriminations, voilà, toutes ces thématiques d'intersectionnalité. Ça se passe aussi au niveau du vivant, au niveau de ces j'ai pas le mot, interconnexion, j'allais dire interaction, c'est pas là. Mais voilà. Et du coup, donc voilà, il y a cet index, et il y a aussi du coup des ressources sur des questions d'association, sur des questions de contact, qu'on fait face à certaines discriminations. Voilà, on a essayé de rendre ça un peu pluriel, et que ce soit pas juste un numéro du ministère, qui souvent ont des problèmes d'efficacité. Après, je crois qu'il y a une nouvelle structure qui est lancée là, faudra qu'on teste pour voir si ça fait ses preuves. Mais voilà, souvent il y a des problèmes autour de ces questions de numéros verts qui ne fonctionnent pas trop. Du coup, voilà, on a ouvert ça. Et du coup, il y avait autre chose sur la partie ressources. Du coup, dans la partie ressources, donc il y a des assos aussi. Donc là, la page que vous avez, c'est un extrait de la bibliographie. On a un peu réparti en types de discrimination, même si il y a souvent des choses qui se rejoignent. Et on a fait la même chose pour les assos, pour que chaque personne, selon ce qu'elle vit, elle, puisse se tourner vers l'asso qui correspond. Et il y a aussi quelques ressources parce que ça, c'est quelque chose qui manque beaucoup dans les écoles d'art, d'engagement politique. Donc il y a quelques noms de syndicats. La culture du syndicat, elle n'est pas trop là dans les écoles d'art, alors que pourtant, des fois, on fait face à des situations et on ne sait pas trop vers qui se tourner. Donc il y a aussi ça dans
dans les ressources. Et peut-être juste, je voulais vous parler d'un autre, donc ça c'est pas nous, mais c'est quelque chose qui a été publié il y a quelques jours. C'est aussi un guide, mais là spécifiquement sur les violences sexuelles, qui est aussi disponible en ligne gratuitement et imprimable, avec vraiment des ressources juridiques et des exemples de cas. Je suis victime de ça précisément. Est-ce que c'est répréhensible par la loi? Vers qui me tourner? Comment agir? Et pour nous, c'est des outils qui se complètent parce que nous, toute la question juridique, on n'est pas très calé. Donc nous, on est ou étaient tous étudiantes en art et on n'a aucune notion juridique autre que celle qu'on a appris nous-mêmes. Et voilà, on a découvert tout ça. Donc c'est important qu'il y ait d'autres objets qui soient plus précis sur ces questions juridiques pour être accompagnés. Mais nous, il y a quand même quelques pointes, quelques rappels à la loi pour recontextualiser un peu. Et du coup, aussi sur une question un peu comment ça s'est fabriqué, comment tout le parcours qu'il y a eu autour de ce guide. Du coup, évidemment, il y a eu tout ce travail en amont, du coup, à distance, parce que du coup, on est un collectif un peu éclaté en France. Du coup, moi, je suis ici, du coup, Sophie à Rennes, des personnes à Paris, des personnes à Strasbourg. Du coup, c'était un peu tout l'enjeu, c'était de pouvoir se coordonner pour préparer un fichier hyper grand, hyper long, avec beaucoup d'informations. Du coup, après ça à distance, pouvoir se faire des visios, etc. Bon, du coup, c'est un travail bénévole aussi. C'est important de le rappeler. Et du coup, il y a eu toute cette phase-là de préparation. Et ensuite, du coup, on a dû, grâce au financement participatif qui a financé l'impression de ce guide, on a pu se retrouver du coup pendant les vacances de Noël à Rennes, du coup, dans un atelier prêté très gentiment par un artiste dont j'ai oublié le nom parce que c'est Thomas, on pense à toi. On pense à Thomas. Et du coup, on a eu dans une zone industrielle de Rennes. Il pleuvait, il faisait très froid, mais c'était très chaleureux. Et du coup, on a pu faire l'assemblage du coup de ce guide qui a été imprimé du coup en risographie à Brest par Super Banco. Et du coup, nous, on s'est retrouvés à Rennes pour faire l'assemblage. Donc, le tri de chaque feuille, la découpe de chaque reliure, les trous dans chaque feuille. Et voilà, c'était des petites techniques comme ça. On s'est fait une sorte de travail un peu en points par relais comme ça. Et du coup, en 3 jours, on a pu assembler les 250 exemplaires et du coup les envoyer par la poste à toutes les bibliothèques dont on avait le contact. Donc elles sont arrivées petit à petit et s'installent un peu partout. Donc c'est très chouette. On est fiers. Ouais, et je pense que c'est important, on n'a pas trop parlé, mais sur la diffusion, donc Sacha l'a dit, on voulait que ce soit disponible gratuitement, tout ça. Nous, on n'avait pas les moyens de faire un guide que chaque personne pourrait avoir, donc on en a fait 250. Et du coup, on a écrit donc, à toutes les écoles du réseau Andea, qui sont les écoles publiques. On n'a absolument aucun lien ni soutien du réseau Andea, je préfère le préciser quand même. C'est juste que c'est les écoles publiques françaises, donc on a fait le choix que vu que nous on est en école publique et que c'est de là qu'est né le projet et que en fait les écoles privées il y en a plein, du coup on s'en serait pas sorti de façon très objective. Donc on a aussi choisi le nombre d'exemplaires pour qu'il y en ait 2 dans chaque école publique, en bibliothèque d'ailleurs. Vous pouvez le consulter normalement ici, il y en a toujours un qui est en consultation seulement et un qui est empruntable. Et les exemplaires qui nous restent, on les diffuse à des associations ou à des écoles privées qui en font la demande. Le seul truc, c'est important du coup de parler du processus parce que ça parle aussi de la précarité dans laquelle on fait ça. On est bénévole et par exemple là on a donc explosé notre budget du financement participatif et maintenant si des écoles veulent avoir le guide, ce qui est notre objectif, on n'a plus les moyens de les envoyer. Donc c'est un objet qu'on veut gratuit, mais la réalité fait que les personnes sont quand même obligées de payer les frais de port, sinon on ne peut pas le diffuser. Et je pense que c'est important de parler de ça parce que souvent les collectifs militants, c'est que gratuit et c'est en plus de leur travail. Et nous, en plus, pour la plupart des personnes du collectif, on est ou était en design graphique et du coup on avait envie que ce soit aussi un bel objet qui soit fonctionnel et bien fait et beau et qu'on ait envie de le parcourir. Et en fait, c'est du travail, c'est beaucoup de travail.
ça fait 2 ans, je pense, qu'on travaille sur ce guide. Et voilà, donc je pense que c'est quand même important de rappeler que c'est bénévole et c'est fait avec nos petites mains. Juste pour l'anecdote, je disais tout à l'heure à quelqu'un, les trous dans les feuilles, on avait une seule machine pour les faire et chaque machine ne prend que 6 feuilles à la fois. Il y a 250 exemplaires de 60 pages. Voilà, donc c'est anecdotique, mais voilà, je pense que c'est important de rappeler d'où on parle. Et du coup, justement, ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que du coup, que ce soit diffusable à plus grande échelle après. Parce que là, du coup, on est encore un peu dans le recevoir les retours du coup de toutes les écoles, voir comment ils fonctionnent. Du coup, là, aujourd'hui à Marseille, du coup, c'est la première intervention qu'on fait pour ce guide. Mais du coup, si éventuellement après, on arrive du coup à retrouver un financement pour pouvoir le diffuser, on passerait sûrement pas par de la risographie. Voilà, pour des questions de faisabilité et de prix. Mais voilà, le souhait, c'est quand même après qu'il puisse être réédité avec quelques modifications, des mises à jour, d'autres apports, et qu'il soit vraiment accessible à grande échelle en plusieurs exemplaires dans tous les lieux possibles et imaginables, quoi. Voilà. Oui, oui, l'idéal, notre idéal, si on réussit à réunir les fonds pour, ce serait que à la rentrée 2023, chaque étudiante en art puisse avoir cet outil en entrant dans l'école, parce que pour nous, c'est vraiment... je parle peut-être juste pour moi, mais moi, c'est le genre de truc que j'aurais aimé avoir en rentrant en école d'art. Je ne savais pas trop où je mettais les pieds. Ça m'a manqué d'avoir ces ressources-là. Et voilà, mais bon, c'est aussi beaucoup de travail de rechercher des financements, de demander des financements et tout ça. Donc, on verra si ça marche. Mais en tout cas, pour l'instant... c'est super bien accueilli et on sent qu'il y avait vraiment un besoin à ce niveau-là, et toutes les personnes qui nous en font le retour, voilà, au début on avait limité un peu les envois à la France, on en a plein d'exemplaires qui sont partis dans des écoles de Belgique. On voit que vraiment le besoin il est partagé à plein d'endroits, donc ça nous donne quand même un peu envie de pousser les choses pour pouvoir le réimprimer plus tard. Et aussi du coup il est accessible en PDF sur le site, du coup gratuitement. Et ce qui permet aussi quand même la consultation chez soi, sur son téléphone, sans avoir besoin forcément aussi de passer par un lieu dans l'école, ou si ça pose problème à ce moment-là. Donc voilà, il est accessible aussi en dématérialisé. Et peut-être pour finir, on s'éloigne un peu du guide, mais il y a un petit truc dont on aime bien parler. Donc le guide, il parle, donc il y a toute cette partie de témoignages d'autres collectifs. Pour nous, c'était aussi important de faire un outil qui soit collectif et pas juste le collectif Les Mots de Trop a fait quelque chose. On veut vraiment que ce soit un outil partagé. Et donc on aime bien montrer d'autres ressources. Donc les Cybersistas, elles ont plusieurs pages dans le guide où elles parlent de leur travail, qui ont écrit une charte. Il y a des objets pédagogiques qui sont produits par des collectifs étudiants. Des événements qui sont organisés, et en fait on parle de ça parce qu'on pense que c'est trop important. Il y en a du coup ici qui ont lieu, des petites tables rondes queer aussi, mais en fait c'est juste pour dire que c'est possible d'organiser des choses à son échelle. Ça prend un peu d'énergie, mais il y a plein d'initiatives qui pop un peu comme ça, et en tout cas moi je constate, ça fait 7 ans que je fais des études d'art et je vois la progression de comment c'était quand je suis arrivée, et maintenant ça se met beaucoup plus facilement en place. Il y a vraiment plein d'initiatives qui arrivent, et c'est super, donc il faut continuer dans ce sens-là. Ça donne aussi espoir que les choses puissent changer globalement, avec aussi la création du premier syndicat en école d'art qui a vu le jour l'année dernière. Voilà, donc c'est des petites choses. C'est important juste de rappeler qu'on parle aussi au nom d'un mouvement global de un peu changement des éthiques dans les écoles d'art, et pas juste en notre nom. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire, mais c'est l'importance de montrer qu'il y a plein d'autres choses qui existent sur plein de sujets, quoi. Je fais juste une petite remarque pub, tant qu'on y est, c'est l'heure de la page de pub. Du coup, on a amené des affiches et des stickers qu'on vend. Voilà, si jamais vous en voulez, n'hésitez pas à venir nous voir pour soutenir tout ça. Ou juste si vous les trouvez jolis et que vous nous détestez, vous pouvez quand même les acheter. Voilà, fin de la page de pub.
Merci. Merci à vous d'être venus. Puis on reste dispo là si vous voulez parler un peu plus face à face. De façon informelle.